Bonjour à tous, Bonjour. bonjour Damien et bonjour à tous. Bonjour. Merci à tous d'être présents ce matin de bonne heure pour ce webinaire dédié à la fiscalité. Vous allez voir que c'est un sujet qui a beaucoup changé ces dernières semaines, derniers mois, qui ont fait l'objet de pas mal d'allers-retours, de pas mal de discussions, notamment dans les dernières lois de finances. Donc on s'est dit qu'on allait pour une fois inviter un expert du sujet qui allait pouvoir nous apporter des éclairages sur deux dispositifs. L'un qui est le dispositif JEI, donc Jeune Entreprise Innovante, qui permet aux particuliers de défiscaliser une partie de leur investissement. Et l'autre, le dispositif 150 0 Better ou apport cession, plutôt pour les investisseurs professionnels. Voilà, où il y a eu quelques questions, quelques débats notamment dans la dernière loi de finances. Donc l'idée, c'est d'apporter aussi des éclairages sur le fonctionnement. Alors le fait qu'il ait bien été validé sur 2025 et surtout son fonctionnement, quels sont les sous-jacents éligibles. Donc on répondra évidemment à tous ces sujets-là avec Damien. On s'est laissé aussi un long temps de questions-réponses à la fin du webinaire pour répondre à l'ensemble de vos questions sur ces deux sujets. Et pour ceux qui découvrent un petit peu l'outil avant de commencer, alors je vois qu'il y en a pas mal qui ont trouvé le petit onglet chat en bas à droite. Donc vous avez un onglet chat sur lequel vous pouvez interagir, soit effectivement pour dire bonjour, soit pour poser des questions ou rebondir sur ce qui est dit. Et vous avez aussi un onglet questions si vous voulez poser des questions peut-être un peu plus techniques ou un peu plus précises, auxquelles on répondra en live si c'est effectivement en lien avec le sujet du slide, ou encore une fois à la fin. On a prévu évidemment un temps d'échange. Et dernier point, le webinaire est enregistré pour ceux qui doivent partir un petit peu plus tôt, et vous recevrez un lien directement avec le replay et également la présentation qu'on va vous présenter. Écoutez, je vous propose qu'on commence. Donc, on est aujourd'hui accompagné de Damien, qui est avocat fiscaliste chez Paul Hastings, qui va se présenter juste après, et Guillaume Hiller, qui est directeur général en charge du développement dans le groupe Magellim, que certains ont déjà eu l'occasion d'écouter et d'entendre. Juste une toute petite introduction sur le groupe Magellim. Guillaume, je te laisse la main. Avec plaisir, merci Alexandre. Donc, on va passer rapidement sur ce qu'est le groupe Agim, puisque l'objet du webinaire, c'est la fiscalité et la loi de finances qui a été votée il y a quelques semaines. En quelques mots, Magim a beaucoup construit ces dernières années d'offres, notamment éligibles au réemploi, mais pas que, on y reviendra. Et on est en train de se structurer dans ce groupe sur deux verticales, REM pour toutes les activités immobilières et Capital pour toutes les activités private asset, donc tout ce qui est financement de l'économie réelle, tant en equity qu'en dette. Aujourd'hui, ce groupe, c'est plus de 4 milliards et demi d'actifs sous gestion, 4 filiales qui se concentrent sur 2 métiers et 120 collaborateurs. Et l'idée, et vous le verrez au cours de différents échanges et dans les futures tournées qu'on va pouvoir faire partout en France, ce qu'on a organisé dans l'immobilier, on va essayer de l'organiser effectivement de manière efficace sur le capital, par des fonds et par des co-invest aussi en région, et sur l'infrastructure dans les prochaines semaines. Voilà un peu pour le groupe Magellim rapidement avant de passer la main à Alexandre. Et un petit focus sur Baltis aussi, qui est un petit peu le miroir des activités du groupe, puisqu'on travaille aussi nous sur deux verticales qui sont l'immobilier et le private equity. Et on accélère sur 2024-2025 sur le private equity, qui est en lien avec le sujet du jour, puisque les startups qui sont en levée de fonds sur la plateforme sont éligibles au dispositif JEI. Dispositif JEI, alors qui n'est pas la raison numéro une des choix d'investissement, mais qui est plutôt un outil d'optimisation des souscriptions. Donc vous allez voir que les startups qui sont en cours et à venir sur la plateforme sont éligibles à ce dispositif. On a une communauté de 14 000 investisseurs aujourd'hui. On a fait un peu plus de 200 projets pour 100 millions d'euros et on propose régulièrement des projets sur la plateforme sur cette verticale immobilier ou private equity startup. Damien, on te passe la main. Donc, Damien Fenard, moi je suis avocat fiscaliste au sein du cabinet Paul Hastings, un cabinet d'affaires, et j'interviens sur toute la partie fiscalité de l'investissement. Donc en partant de la structuration du fonds d'investissement, la réalisation des investissements, mais aussi toute la fiscalité des investisseurs, donc sur un spectre assez large, avec un focus assez particulier sur l'innovation. Donc effectivement la partie JEI, crédit d'impôt recherche et autres sujets liés à l'innovation. Donc, le but aujourd'hui, comme l'a expliqué Alexandre, c'est de discuter de deux points clés qui sont, un, le dispositif JEI, donc Jeune Entreprise Innovante,
avec une réduction d'impôt assez intéressante pour les investisseurs. Et deux, le régime donc qu'on appelle de l'apportation, qui permet d'avoir un report d'imposition des plus-values de cession réalisées par des investisseurs dans certaines circonstances. Deux régimes qui sont assez favorables et qui entraînent bien entendu des obligations fiscales assez strictes, et donc il est bien important d'avoir en tête et de bien maîtriser pour éviter tout risque et toute discussion avec l'administration fiscale. Donc, je vous propose de commencer par le premier sujet qui concerne la souscription au capital de jeunes entreprises innovantes. Ce sujet-là, donc, c'est la possibilité pour les personnes physiques qui sont domiciliées fiscalement en France et qui souscrivent à l'augmentation de capital de ces jeunes entreprises innovantes de bénéficier d'une réduction d'impôt de 30 à 50% du montant investi pour toutes les souscriptions qui sont réalisées depuis le 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2028. 31 décembre 2028 étant la date qui est fixée aujourd'hui dans la loi, mais rien ne dit que cette réduction d'impôt ne durera pas plus longtemps. La JEI a un certain nombre de conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt au niveau de la société. Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la partie JEI réduction d'impôt. Il faut savoir que les JEI, elles ont également elles-mêmes des avantages fiscaux et des avantages sociaux. On ne va pas les aborder là, mais il faut aussi avoir ça en tête puisque c'est un facteur qui va leur permettre aussi d'améliorer leur performance et de commencer leur activité dans de bonnes conditions. Donc, les JEI, c'est des PME, donc des sociétés qui ont moins de 250 salariés et qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou qui ont un total bilan inférieur à 43 millions d'euros. C'est des entreprises qui ont moins de 8 ans, dont le capital social doit être détenu de manière continue par des personnes physiques à hauteur d'au moins 50% ou par un certain nombre d'autres sociétés qui peuvent être éligibles. Et qui doivent exercer une activité nouvelle, donc c'est-à-dire qui ne proviennent pas d'une restructuration d'une entreprise, c'est-à-dire c'est pas une scission d'une entreprise qui existait déjà, c'est vraiment une activité nouvelle, critère qui est très important. Depuis la loi de finances pour 2024, on a 3 types de JEI. Les JEI de croissance, les JEI classiques et les JEI de rupture. Donc, la JEI de croissance, c'est une entreprise qui, depuis le 1er mars 2025, réalise entre 5 et 20% de ses dépenses, donc de ses charges, en dépenses d'innovation, au sens du crédit d'impôt recherche. Et ces dépenses doivent rester stables et en plus, elles doivent répondre à un critère d'évolution de l'effectif. Donc cet effectif qui doit augmenter d'au moins 100% au cours des 3 dernières années, en plus donc, du fait que les dépenses de recherche n'ont pas diminué pendant cette période-là. Si on dépasse le seuil de 20% de dépenses de R&D, dans ce cas-là, on passe dans la catégorie des JEI classiques qu'on connaît depuis un certain nombre d'années, mais pour lesquelles la réduction d'impôt existe que depuis le 1er janvier 2024. Et au-delà de 30% de dépenses de R&D, là, on parle de JEI de rupture. Donc, on verra un petit peu plus loin qu'est-ce que cette distinction entre les 3 types de JEI entraîne. Mais les conditions doivent bien être remplies donc pour ces différents types de sociétés. Pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt, il faut donc, comme on le disait un petit peu plus tôt, être une personne physique résidant en France, prendre l'engagement de conserver les titres souscrits pendant une période de 5 ans. Donc ça, c'est assez important. Il faut bien garder les titres pendant 5 ans. Et quand on investit par l'intermédiaire d'une holding, puisqu'on a cette possibilité d'investir par l'intermédiaire d'une holding, la holding elle-même doit conserver les titres pendant 5 ans. Les souscriptions qui sont éligibles, c'est les souscriptions en augmentation de capital et qui sont faites en numéraire. Donc, c'est-à-dire vraiment vous apportez du cash à l'augmentation de capital. On ne peut pas faire un apport en nature de quoi que ce soit. Ça ne fonctionne pas pour la réduction d'impôt. La souscription, quand elle est réalisée via une holding, il va bien falloir prendre en compte le montant que la holding elle-même va réinvestir dans la JEI. Et ce montant doit être réinvesti dès l'année de souscription. Il s'agit d'une réduction d'impôt pour pouvoir répondre à votre question, Christian. J'en reparlerai un tout petit peu plus loin, mais oui, c'est bien une réduction d'impôt. Donc, la holding a pour objectif et doit absolument réinvestir
cet argent donc dans des JEI. Elle peut très bien le faire dans un premier temps sous forme de BSA, dès lors que les BSA vont bien être transformés en souscription, en une augmentation de capital, donc en titre, avant la clôture de l'exercice durant lequel intervient l'acquisition des BSA. Si ça intervenait après, donc là, la réduction d'impôt ne serait pas applicable sur le montant lié au BSA. Par ailleurs, les souscriptions qui sont échelonnées, donc c'est-à-dire une souscription réalisée sur plusieurs années, vont pouvoir permettre de bénéficier de la réduction d'impôt sur ces différentes années. Donc, effectivement, comme il s'agit d'une réduction d'impôt, justement, un sujet vraiment important, il faut bien avoir en tête que la réduction, c'est le montant maximum que vous pouvez avoir, donc qui va se déduire de l'impôt que vous devez. Si vous avez un montant qui est supérieur à l'impôt que vous devez, là, cette réduction, ça ne va pas se reporter au titre de l'année suivante. Ça sera un montant qui sont perdus. Donc, pour les investisseurs, il faut bien caler ça par rapport au montant de l'impôt que vous allez devoir. Avantage qui a été octroyé à cette réduction d'impôt, c'est qu'elle ne rentre pas dans le plafond des niches fiscales. Donc, ce montant-là, alors il est plafonné à 50 000 euros. On le verra un petit peu après. Mais vous pouvez donc dépasser les 10 000 euros de plafond. Ça, il n'y a pas de problème. Et ça vous permet, effectivement, si vous avez d'autres réductions d'impôt, par exemple, crédit d'impôt pour emploi un salarié à domicile ou frais de garde de jeunes enfants, des crédits d'impôt de ce type-là, si vous avez déjà consommé votre plafond, c'est pas grave, ça ne vous empêche pas de bénéficier de la réduction d'impôt pour souscription au capital de JEI. Le montant de la réduction d'impôt. Donc, c'est là qu'on retrouve la différence entre les JEI, JEIC et les JEIR. Donc, pour les JEI et les JEI de croissance, c'est 30% du montant que vous avez investi, avec une base maximale de 75 000 euros pour une personne seule et 150 000 euros pour un couple. Pour la jeune entreprise innovante de rupture, là, les plafonds montent à 50 000 euros pour une personne seule, 100 000 euros pour un couple. Ensuite, il faut bien avoir en tête que cette réduction d'impôt, elle est plafonnée à 50 000 euros sur la période 2024 à 2028. Donc, ces montants-là, il faut bien les prendre en compte puisque vous ne pourrez pas bénéficier d'une réduction d'impôt maximale tous les ans. Donc, là aussi, un pilotage à faire au niveau des investisseurs de manière à pouvoir bien suivre ce montant-là. En ce qui concerne ces réductions d'impôt, comme on le voit, il y a deux montants différents. Vous ne pouvez pas cumuler les deux réductions d'impôt, bien sûr, hein, sur un même investissement, sur un même versement. C'est vraiment à prendre en compte. Donc, si on prend un petit exemple, oui, si vous investissez dans une JEI ou une JEI de croissance, vous allez avoir droit, pour un investissement de 1 000 euros, à une réduction d'impôt de 30%, soit 300 euros de réduction d'impôt. Si le montant est de 10 000 euros, là, vous pourrez avoir une réduction d'impôt de 3 000 euros. Et pour la jeune entreprise de rupture, donc elle, avec plus de 30% en dépenses de R&D, là, c'est vraiment 50%. Donc, pour 10 000 euros investis, vous bénéficiez de 5 000 euros de réduction d'impôt. Et évidemment, pour chaque souscription, vous avez toutes les attestations d'éligibilité qui sont fournies, qui sont rédigées. Les notes sont rédigées par des avocats et sont mis évidemment à disposition des investisseurs en amont des souscriptions. Voilà, effectivement, comme vous le voyez, hein, c'est une réduction d'impôt qui est très avantageuse, mais qui suppose quand même que soit rempli un certain nombre de conditions. Donc, c'est pour ça qu'on travaille conjointement avec Alexandre, avec Guillaume sur ces questions-là, de manière à ce que vous soyez sécurisés là-dessus et que vous puissiez bien bénéficier de votre réduction d'impôt. Comme on l'a vu un petit peu plus tôt, une des conditions, mais là qui est liée aux souscripteurs, c'est un engagement de conserver les titres pendant 5 ans. Cet engagement, il doit être divisé en 2 périodes. Donc, les 3 premières années. Si pendant les 3 premières années, vous cédez les titres, là, ça veut dire que la réduction d'impôt, elle est remise en cause. Donc, l'administration fiscale annule votre réduction d'impôt et la reprend au titre de l'année de cession en appliquant des pénalités de retard. Donc, c'est quand même assez important de bien avoir ça en tête.
Si sur les 3 premières années vous cédez, vous allez avoir la perte de la réduction d'impôt et des pénalités. Si vous cédez entre la 3e et la 5e année de l'engagement de conservation, là, on a une tolérance de la part de l'administration. C'est-à-dire que si vous réinvestissez votre produit de cession net d'impôt, le réinvestissement de ce produit de cession dans une nouvelle société éligible, donc dans une nouvelle JEI, vous permettra de conserver la réduction d'impôt. Et les nouveaux titres souscrits vont devoir être conservés jusqu'au délai final de 5 ans. Donc, ce qui veut dire que si vous cédez donc la 3e année, vous réinvestissez donc 6 mois plus tard, les nouveaux titres, vous les gardez pendant un an et demi minimum, de manière à bien avoir eu le délai de 5 ans sur la totalité de la période. Bien sûr, les nouveaux titres qui seraient souscrits là dans l'exemple en année 3, ces nouveaux titres ne donnent pas lieu à une nouvelle réduction d'impôt. C'est uniquement la première qui est applicable. Et quand vous cédez après 5 ans, là, vous n'avez pas de remise en cause de la réduction d'impôt, elle est définitivement acquise. En cas de cession, qu'est-ce qui s'applique comme régime fiscal? C'est le régime fiscal classique des cessions de titres, donc imposition des plus-values ou des moins-values, selon le régime de droit commun applicable aux personnes physiques. Donc c'est la flat tax à 30% qui est applicable sur la plus-value de cession, plus potentiellement la contribution sur les hauts revenus si vous êtes soumis à cette contribution. Et si vous réalisez, il y avait une moins-value qui a été réalisée sur une cession, cette moins-value, elle vient s'imputer sur les autres plus-values que vous avez pu réaliser au titre de la même année ou des 10 années suivantes. Donc, le régime de faveur à l'entrée ne vient pas vous créer d'effets négatifs à la sortie. Hein, vous bénéficiez quand même d'un régime classique, comme si vous n'aviez pas eu une réduction d'impôt à l'entrée, en fait. En sachant que ce régime étant quand même particulièrement favorable, il ne peut pas se cumuler justement avec d'autres régimes, notamment pour des régimes de faveur à la sortie, type PEA ou PER, mais aussi le nouveau plan d'épargne et avenir climat. Et ça ne peut pas se cumuler avec d'autres réductions d'impôts. C'est vraiment un régime qui est exclusif, qui ne va pas pouvoir être cumulé avec d'autres avantages. Juste une précision, parce que j'ai eu la question là à côté. Vous avez le droit effectivement de souscrire via un PEA et en direct, mais effectivement, il n'y aura que la souscription en direct qui bénéficiera de la réduction. Vous avez quand même le droit d'investir via plusieurs canaux, mais seule celle en direct pourra bénéficier de la réduction d'impôt JEI. Donc vous avez le droit de souscrire plusieurs fois, mais ne pas cumuler cette réduction sur le montant total. Autre point important à noter, vous avez probablement entendu parler avec la loi de finances 2025 de la création de la contribution différenciée sur les hauts revenus. Donc, qui est un régime qui vise à ce que tout résident fiscal français dont les revenus dépassent 250 000 euros pour un célibataire ou 500 000 euros pour un foyer fiscal ait un taux d'imposition qui soit au moins égal à 20% de leur revenu fiscal de référence. Donc là, on va pouvoir se poser la question justement de se dire est-ce que la réduction d'impôt, elle a un impact là-dessus? Il faut bien prendre en compte en fait que l'impôt qu'on va prendre en compte pour déterminer le taux de 20%, c'est un impôt qui est retraité, donc c'est-à-dire l'impôt qui va être avant réduction d'impôt. Donc, si vous avez un impôt de 10 000, une réduction d'impôt de 3 000, on ne va pas considérer pour calculer le seuil de 20% 7 000, ce que vous payez effectivement, mais on va bien considérer 10 000 qui était le montant d'impôt dû initialement. La réduction d'impôt, là, dans ce cas précis, elle sera considérée uniquement comme une modalité de paiement, mais ça sera bien un impôt qui a été payé. Donc, la réduction d'impôt ne va pas vous faire tomber dans cette contribution différenciée sur les hauts revenus. Elle n'aura pas d'impact sur le calcul des 20%. Bien sûr, pour bénéficier de cette réduction d'impôt, un certain nombre de modalités déclaratives. Donc, vous devez, en tant qu'investisseur, mentionner les montants investis dans votre déclaration d'impôt. Et pour ce faire, vous allez avoir un état individuel donc, qui sera mis à votre disposition, qui va bien préciser pourquoi cet état individuel a été mis et toutes les informations liées à la société, le nombre de titres souscrits et le montant payé. Ainsi que la date de versement pour bien savoir sur quelle année prendre votre réduction d'impôt et ainsi pouvoir le déclarer.
Et cet état individuel va aussi bien préciser que la société qui a bénéficié des souscriptions à l'augmentation de capital remplit toutes les conditions qui sont requises, donc de manière à vous sécuriser, à vous permettre de pouvoir faire votre déclaration d'impôt et de bénéficier en toute sécurité de la réduction. Alors, sur la question, est-ce qu'il est possible de bénéficier à la réduction d'impôt si vous détenez déjà des actions de la JEI? Donc là, il n'y a rien qui s'y oppose, hein. L'administration n'a pas mis de restrictions là-dessus. Donc oui, si vous êtes déjà actionnaire, vous pouvez très bien effectivement faire une nouvelle euh, participer à une nouvelle augmentation de capital et bénéficier de la réduction d'impôt sur cette nouvelle augmentation de capital. Ça fonctionne sur une entreprise qui est déjà existante, dont vous êtes déjà actionnaire. Si vous êtes fondateur d'une JEI et que vous la créez, donc si vous créez cette société et que vous faites donc la première augmentation de capital, donc la création de la société, cette première augmentation de capital pour la création de la société, là, ça fonctionne pas. Ça marchera vraiment sur les créations, sur les augmentations de capital suivantes. Donc là, ça sera la seule restriction en fait qui va être applicable. Donc, voilà ce qu'il en est pour la partie Ouais. réduction d'impôts. Est-ce qu'il y a peut-être des questions sur ce premier volet JEI? Je vois qu'il y en a certains qui sont en train d'écrire. N'hésitez pas, on prendra encore une fois un temps à la fin, mais si vous avez déjà des questions sur ce premier dispositif, n'hésitez pas. Christian, la question sur le TRI, j'imagine qu'elle elle concerne un projet avec des coupons. Donc je ne sais pas si c'est en lien avec le JEI, mais en tout cas on peut se rappeler après pour en discuter. Et avant qu'on passe sur la partie 150 0 Better. Alors si Damien, une question dans l'onglet questions de Laura. Alors, la partie rescrit, c'est pas quelque chose qui est obligatoire hein, pour bénéficier de la réduction d'impôt. Après, effectivement, la partie rescrit est quelque chose d'assez positif. La bonne nouvelle, c'est que l'administration fiscale a quand même facilité aujourd'hui le dépôt de rescrit, puisqu'on peut le faire directement depuis la messagerie sécurisée des entreprises. Et on constate dans la pratique que la messagerie sécurisée, on a des réponses qui sont assez rapides. Le rescrit, en fait, maintenant, il est fait de manière assez automatique pour bénéficier des exonérations d'impôts sur les bénéfices, des exonérations de cotisations sociales. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et donc qui peut être fait, mais qui n'est pas obligatoire. C'est vraiment une sécurisation. Ok, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si une question d'Alain dans le chat. Donc ça, Damien, tu me confirmes, mais ça, c'est effectivement un ancien dispositif qui s'est arrêté l'année dernière sur les plus-values. Donc ça, effectivement, enfin toute la partie abattement sur les plus-values, donc ça veut dire être dans le cadre d'une option au barème progressif de l'impôt sur le revenu et plus sur la partie flat tax à 30%, où les abattements sont effectivement en train de disparaître. Mais la réduction d'impôt, vraiment, hein, prendre en compte, elle n'a pas d'impact sur les modalités d'imposition de la plus-value de sortie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est indépendant. C'est juste qu'on ne cumule pas les avantages fiscaux, donc on n'a pas l'exonération d'impôt sur le revenu d'un PEA ou d'un PER, par exemple, mais on détermine sa plus-value, peu importe qu'il y ait une réduction d'impôt à l'entrée. La réduction d'impôt n'a pas d'impact sur votre prix d'acquisition des titres, donc elle ne vient pas minorer votre prix de revient. Elle est assez neutre sur la sortie.
Emmanuel, sur le carré de performance, moi j'en profite pour répondre rapidement. Le carré de performance, l'objectif, c'est de lier la performance de partager cette performance entre les investisseurs et la société qui a apporté l'opération. Puisque la société qui apporte l'opération généralement accompagne la startup, la conseille pendant toute la durée de l'investissement. Donc, si elle a la performance, l'objectif c'est qu'elle soit partagée à la fin pour avoir des intérêts alignés pendant tout le projet. Donc, c'est la commission de surperformance, on peut aussi appeler ça comme ça en français, qui est partagée entre les investisseurs et la société de gestion ou entre les investisseurs et la plateforme qui apporte le projet. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Donc, Damien, je propose qu'on passe à la partie 2. On y reviendra s'il y a d'autres questions entre-temps sur le JEI. Oui. Alors, les reports d'imposition donc sur les plus-values de cession de titres, le dispositif 150 obiter, qui est un régime qu'on appelle assez souvent apport-cession, donc qui permet en fait de reporter l'imposition d'une plus-value quand vous cédez des titres. Alors, on va reprendre le régime, enfin la description. Donc, comment ça fonctionne? Donc, c'est vous, détenteur de titres, vous apportez ces titres à une société holding que vous contrôlez, donc soit une nouvelle société holding, soit une société holding que vous détenez déjà, par exemple holding patrimonial. Cet apport est réalisé sur la base de la valeur réelle des titres que vous détenez. La société donc reçoit dans le cadre de l'apport les titres sur la valeur réelle et les cède potentiellement quelques jours après, mais en tout cas si elle les cède dans les 3 ans après. Donc elle, elle a l'obligation de réinvestir le produit de cession. Donc vous, en fait, en tant que personne physique, quand vous avez fait l'apport, cette plus-value, elle est placée en report d'imposition parce que l'apport n'a pas généré de trésorerie à votre niveau, vous n'avez pas de cash pour payer un impôt. Donc c'est pour ça qu'il existe ce régime de report de l'imposition de la plus-value d'apport. Comme ça a pu être utilisé par le passé justement pour pouvoir céder des titres en franchise d'impôt ou certaines personnes récupérer l'argent qui avait été récupéré par la holding qui cédait des titres, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une condition de réinvestissement. Donc, si votre holding qui a reçu les titres lors de l'apport cède les titres dans les 36 mois de l'apport, elle a l'obligation de réinvestir au moins 60% du produit de cession dans des nouveaux titres. Ce réinvestissement doit être réalisé dans les 24 mois de la cession des titres qui ont été initialement retenus. Donc 24 mois, ça peut être très court pour réaliser un réinvestissement, surtout si vous n'aviez pas un projet spécifique au moment de la cession qui était déjà réfléchi et mûri. Et donc dans ce cas-là, nous, on apporte un certain nombre de solutions qui vous permettent de réaliser cet investissement donc dans des activités éligibles. Les activités éligibles, c'est quoi? C'est des sociétés qui exercent des activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales, agricoles, financières. C'est tout ce type de société et ça peut être réalisé soit directement par l'acquisition d'une société dès lors que vous acquérez au moins 50% du capital, soit par une souscription à une augmentation de capital, soit dans la société directement, soit dans un club deal, soit dans un fonds d'investissement dit fonds remploi, donc qui va être un fonds d'investissement qui lui-même a un quota remploi à respecter, c'est-à-dire que lui-même, le fonds doit avoir un actif constitué à hauteur d'au moins 75% par des titres éligibles, donc par des titres de sociétés qui ont une activité telle que discutée. On exclut vraiment tout ce qui est investissement passif pour le remploi. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir acheter un immeuble et juste le donner en location. Non, il faut vraiment que ça soit une activité qui soit commerciale, ce qui n'est pas le cas d'un investissement pur immobilier classique. Donc, c'est important de bien avoir ça en tête. Par contre, de l'immobilier commercial, donc c'est-à-dire tout ce qui est activité de marchand de biens, promotion immobilière, ça, c'est quelque chose qui fonctionne parce que c'est pas un investissement passif. Donc c'est vraiment ce régime-là et qui est donc quand même très avantageux puisque ça vous permet en fait quand vous cédez des titres, si vous les cédez en direct, donc vous avez 30% de votre plus-value à payer en impôts. Donc c'est-à-dire que votre produit de cession est quand même diminué de ces 30%, alors que là, en recourant au régime de l'apport cession, ça vous permet de réinvestir l'intégralité de votre produit de cession.
Par ailleurs, dans la mesure où vous faites l'apport à une holding que vous contrôlez, il faut aussi savoir et avoir en tête que cette holding que vous contrôlez, vous allez pouvoir l'utiliser comme outil de transmission de votre patrimoine, donc à vos enfants ou aux personnes à qui vous souhaitez transmettre votre patrimoine dans le futur. Donc, c'est un régime qui est vraiment très intéressant. Alors, le régime du 150 obétaire, il fonctionne vraiment qu'à travers d'une holding. C'est pour avoir ce report d'imposition, il faut que vous ayez l'apport. Donc, vous ne pouvez pas le faire directement sans avoir interposé une holding. Donc, voilà comment fonctionne ce régime. Et je précise juste une chose aussi sur le sous-jacent, parce qu'il y avait eu quelques allers-retours aussi sur l'activité d'hôtellerie, qui finalement reste évidemment éligible quand elle concerne la partie exploitation de l'hôtel qui peut détenir ou pas son immobilier. Mais il faut qu'évidemment dans l'opération, il y ait le fonds de commerce ou la société d'exploitation de l'hôtel qui soit la cible de l'investissement. Oui, exactement. C'est vrai que dans le cadre des discussions pour la loi de finances 2025, il y avait eu un amendement qui avait été déposé et dont vous avez pu entendre parler, qui visait à exclure toute la partie promotion immobilière et activité hôtelière. Alors, c'était une exclusion qui était assez particulière parce que c'était une exclusion qui ne s'appliquait pas si les titres cédés initialement, qui entraînaient l'engagement, l'obligation de réinvestissement, étaient eux-mêmes des titres de promotion immobilière ou d'activité immobilière. Donc, c'était un amendement qui a été assez usine à gaz, mais qui n'a pas été retenu par le gouvernement, qui n'a pas été voté. Donc, aujourd'hui, les investissements qui sont réalisés dans ce type d'activité sont valables. Il faut pas avoir peur du fait qu'il y a eu cet amendement qui a été déposé et qui a été discuté, parce que même si un type d'amendement identique essayait de revenir dans la loi de finances pour 2026, les exclusions ne s'appliqueraient qu'à partir de 2026. Elles ne s'appliqueraient pas sur 2025. Donc aujourd'hui, tous les investissements qui seraient faits sur ce type d'activité fonctionnent. Donc là aussi, la question se pose sur cette plus-value en report et sur l'impact sur la contribution différentielle sur les hauts revenus. Puisque ça veut dire que la plus-value en report, donc cette plus-value, vous la déclarez dans votre déclaration d'impôt, mais comme elle est reportée en termes d'imposition, vous n'avez pas d'impôt payé dessus. Pas d'inquiétude là-dessus, la plus-value en report ne vient pas affecter le calcul des 20%. Elle ne sera pas prise en compte dans le calcul. Donc, ça ne va pas vous créer justement ou vous faire tomber dans l'application de cette contribution différentielle sur les hauts revenus. Donc, pas d'impact là-dessus. Là aussi, régime assez favorable, mais qui entraîne des déclarations, enfin des obligations déclaratives qui sont assez importantes. Le conseil là-dessus, sur ces obligations déclaratives, c'est bien d'être accompagné. Être accompagné par son CGP, par un comptable, par un fiscaliste, c'est mais d'être accompagné puisque vous avez un certain nombre de déclarations à faire. Alors, vous avez les déclarations au titre de l'année d'apport où vous allez déclarer le montant de votre plus-value en report. Ça se fait dans la déclaration 2074. Et ensuite, comme vous allez avoir le réinvestissement à faire, il y a un suivi de ce réinvestissement à faire et des déclarations qui doivent être communiquées à l'administration fiscale. La société dans laquelle vous avez réinvesti doit émettre une attestation. Donc, tous ces sujets-là sont bien sont à prendre en compte et à bien les avoir en tête, bien faire le suivi. Si c'est mal fait, est-ce que l'administration pourrait essayer de remettre en cause le report? La réponse est oui. On a déjà vu des cas. C'est une certaine mauvaise foi de l'administration. C'est malheureusement c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'on attire vraiment l'attention. C'est très important que les obligations déclaratives soient toujours bien respectées, que l'engagement de réinvestissement le soit aussi. Puisque si le réinvestissement n'est pas fait dans les 24 mois, il faut savoir que votre plus-value qui était en report initialement devient imposable immédiatement. Et elle devient imposable immédiatement avec pénalité de retard, puisqu'elle aurait dû être imposée directement au titre de l'année d'apport. Voilà ce qu'il en est pour les deux régimes. Damien, il y a une question alors qui revient sur le dispositif JEI, effectivement en cas de décès du souscripteur.
Oui, là, alors là, en principe, en cas de décès du souscripteur, vous avez la possibilité, enfin, l'engagement de conservation, et c'est un des cas qui permet de ne pas respecter l'engagement de conservation, puisque bah, déjà, de toute façon, la succession va entraîner un transfert des titres, et ça remet pas en cause la réduction d'impôt. Et une question également dans l'onglet questions de Dominique. Alors, oui, effectivement, si la société d'exploitation, vous l'avez déjà achetée avec une holding, enfin, et que vous aviez plus de 5% du capital social détenu pendant plus de 2 ans, vous avez donc le régime Murphy ou imposition des plus-values long terme. Donc là, c'est pas le régime, en fait, applicable du report d'imposition. Le régime du report d'imposition, il est vraiment applicable pour les personnes qui détiennent, pour les personnes physiques qui détiennent leurs titres et qui transfèrent ces titres dans une holding. Si les titres, à la base, ils sont déjà dans une holding, le 150 obétaire ne s'applique pas. Ok. Merci Damien là, pour ces deux présentations. Si vous avez des questions sur ces deux dispositifs, écoutez, c'est le moment. N'hésitez pas sur l'onglet chat ou questions. N'hésitez pas. Encore une fois, alors évidemment, on est passé assez vite sur tous ces sujets, tous ces chiffres, mais vous recevrez la présentation pour ceux qui veulent rentrer dans le détail et on reste évidemment à votre disposition si vous avez des questions ou besoin d'avoir un peu plus de précision sur certains points. Mais en tout cas, si vous avez des questions là maintenant, n'hésitez pas. On se fera un plaisir de vous répondre avec Damien. Je regarde juste si on n'a pas loupé une question. Donc oui, les slides seront bien, vous recevrez dans la foulée, là, dès qu'on aura fini, vous recevrez le lien vers le replay et les slides du support qui a été présenté. Vous recevrez tout ça par mail. Je regarde juste qu'il y a peut-être des questions qui sont en train d'arriver. Non, c'est plutôt des remerciements. Merci à tous. Écoutez, si on n'a pas d'autres questions pour l'instant, si, une petite question de Bertrand. Tu vas de réinvestir. Alors là-dessus, pas de restriction de l'administration fiscale, effectivement. Donc rien ne s'y oppose. Là, pour le coup, c'est quand même un schéma à voir là aussi avec un conseil pour s'assurer qu'il ne puisse pas y avoir le moindre risque d'abus de droit ou quoi que ce soit. Mais spontanément, oui, la réponse c'est oui, c'est possible. Une question d'Alain aussi sur sur les attestations comme sur les déclarations, alors plutôt sur les informations pour que vous puissiez déclarer, que ce soit sur la partie GUI ou réemploi côté Magelim. À chaque fois, évidemment, les attestations sont fournies sur l'éligibilité et ensuite on vous accompagne sur votre déclaration en vous envoyant les informations, notamment ce que disait Damien sur le nom de la société, le nombre de parts, les dates de souscription. On vous envoie, généralement c'est au mois de mars, au mois d'avril, toutes les informations pour que vous puissiez compléter votre déclaration d'impôt. Donc ça, oui, c'est disponible en ligne ou sur demande si vous ne trouvez pas la bonne information. Damien, aussi une question sur la présentation des projets. Donc, chaque projet ne fait pas forcément l'objet d'un webinaire. Ça dépend des opérations dans le groupe. C'est assez aléatoire. Sur la partie startup, effectivement, il y a souvent des webinaires, évidemment. Enfin, il y a même systématiquement des webinaires sur la partie startup et private equity et également des événements qu'on fait à Paris et en région. Là, on démarre un roadshow fin mars dans certaines villes de France pour aller présenter des fonds de private equity du groupe et également des startups qui sont en levée de fonds sur la plateforme Baltis. Donc ça fait l'objet à chaque fois d'un webinaire, mais aussi d'événements physiques en région, avec souvent le gérant du fonds, mais aussi les fondateurs des startups pour que vous puissiez également leur poser toutes vos questions. Donc oui, il y aura des événements. Alors, peut-être Damien, alors Oui. on va rentrer un peu dans le détail, mais sur la partie dans quel cas reporter l'investissement, je pense que c'est le réemploi. Alors,
Ah alors, si c'est pour la partie réemploi, ça c'est dans votre formulaire 2074 de la déclaration d'impôt, où il y a une partie 150 obétaires, donc plus-value en report d'imposition. Si c'est pour l'investissement JEI, donc là c'est dans le formulaire 2042 RICI, donc réduction d'impôt, crédit d'impôt. J'ai pas le numéro de la case, j'ai pas encore vu les formulaires qu'on va pouvoir remplir là pour la déclaration d'impôt 2024, mais ça sera ce formulaire-là. Donc oui, la réduction d'impôt JEI, JEIR, elle est bien hors niche fiscale, donc y compris Girardin industriel, oui, elle est complètement à part, et donc il n'y a pas d'impact par rapport à vos autres réductions ou crédits d'impôt. Alors, sur les parties, donc possibilité d'avoir une fiscalité optimisée sur de la dette, sur des obligations, aujourd'hui non. Vraiment, aujourd'hui, c'est de la souscription et de l'augmentation de capital, c'est de la détention de titres qui vont vraiment pouvoir permettre d'avoir des régimes de faveur. Sur les autres questions, on revient sur Saturne, effectivement, qui est disponible sur la plateforme et qui ouvre le 21 mars. Il y a un webinaire, effectivement, qui est prévu. Les invitations vont partir aujourd'hui, le 21 mars. Et il y a aussi un événement à Paris pour ceux qui veulent, dans nos bureaux, dans le 17e, pour présenter cette start-up en présence d'Antoine, le fondateur. Et sur le MIPIM, donc le salon immobilier, pour ceux qui ne connaissent pas, oui, les équipes du groupe Magellim sont présentes au MIPIM cette année. Onglet questions, non, c'est OK. Ça marche. Bah, écoutez, Damien, merci beaucoup pour tous ces éclairages. C'est toujours bien de faire un petit point d'étape, surtout quand il y a eu un peu de mouvement ces dernières semaines, derniers mois au sujet de la fiscalité, qui, je rappelle, reste un outil d'optimisation. Il est quand même important d'abord de se faire une conviction sur le gérant de l'opération, sur l'opération en elle-même, sur les risques qui sont associés, sur les convictions du porteur du projet. Donc, faites-vous d'abord une conviction sur le produit en lui-même, et le sujet fiscal reste un outil d'optimisation une fois la conviction faite. Vraiment important de penser dans cet ordre-là. Et vous avez différentes façons de réduire vos impôts, évidemment, à travers des fonds ou à travers des projets, et en gardant en tête que le JEI, point important qui a été rappelé à l'instant, ne rentre pas dans le plafond des niches fiscales. Donc, on repart sur une nouvelle enveloppe. Et le dispositif 150 0 BTR qui est éligible aux activités commerciales notamment, et sur la partie hôtellerie, sachant qu'il y a un projet d'ailleurs chez Magellim et chez Baltis en lien avec un projet hôtelier éligible sur Paris. Donc voilà, des projets qui seront régulièrement mis en ligne. Je vous propose à tous qu'on puisse clôturer. Encore une fois, vous recevrez le replay et la présentation. On est évidemment à votre disposition pour prolonger les échanges. Damien, merci pour ton temps et toutes ces informations. Et puis on se dit forcément à bientôt pour d'autres webinaires sur d'autres sujets comme ceci. Merci. Merci à tous et bonne journée.